Actuellement à la tête du Social Listening Monde pour L'Oréal, notre invité d'aujourd'hui, Charles Besson, est à la pointe de l'utilisation de l'IA et de la social data pour décrypter ce que nous disons. Avant de prendre le lead du social listening chez L'Oréal, Charles a mis ses talents au service de géants comme Coca-Cola et a dirigé des équipes créatives chez BETC. Comment choisir le bon outil de social listening dans un environnement aussi complexe que L'Oréal? Pourquoi utiliser l'IA au profit des équipes prospectives et consumer intelligence fait sens? Quel est le quotidien d'un responsable social listening monde d'un groupe de 90 000 employés? En faisant des personas plus larges et en faisant des communautés qui sont finalement des gens qui vont avoir de multiples intérêts, comme tout le monde en fait, ça nous a permis effectivement de mapper tout ça. Donc, conversation promet d'être hyper intéressante, pleine d'insights et peut-être même de quelques révélations sur les grandes marques qui vous écoutent dans le bon sens du terme. Hello. Hello. Pour commencer, c'est quoi ta définition du social listening? Pour moi, le social listening, c'est réussir à cesser plus ou moins qu'est-ce qui se passe sur divers sujets. Ça peut être une personne, ça peut être un sujet ingrédient pour nous, en tout cas L'Oréal, ça peut être des produits, ça peut être essayer de comprendre ce qui se passe sur les internets et grâce à ça, avoir une vue plus ou moins objective de ce qui est dit. On en parlait juste avant en off, mais on a demandé à plein de gens chez L'Oréal qui serait intéressant d'aller interviewer côté social listening chez vous. À chaque fois, c'est ton nom qui est revenu. C'est un grand sujet, la gouvernance et finalement les personnes qui portent ce projet. Pour toi, comment est-ce qu'on met en place à l'échelle un projet social listening dans un groupe aussi grand et aussi connu que L'Oréal? C'est compliqué parce que moi, avant de travailler chez L'Oréal, je travaillais chez Coca-Cola Company et j'avais fait effectivement ces exercices-là, mais à l'échelle d'une zone. Coca-Cola, c'est une très grosse boîte, mais c'est aussi finalement moins de produits et moins de marques dans un sens, puisqu'on va avoir les Coca et on va avoir les Sting Flavor, qui sont tous ceux, Sprite, Fanta, etc. L'Oréal, c'est gigantesque et assez tentaculaire. Dans une marque, on va se retrouver avec des catégories, on va se retrouver avec d'autres marques, parce que finalement, quand on prend Garnier, il y a les marques ombrelles avec Fructis, Ultrado, etc., qui sont des marques à part entière. Et du coup, effectivement, l'exercice, il n'est pas hyper facile, mais chez L'Oréal, et c'est pas pour être corporate, il y a une vraie envie d'innovation. Et ça, on le retrouve aussi bien dans nos produits, mais on le retrouve beaucoup dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place. Les gens sont assez vite au taquet, en fait, et assez vite à se dire on y va. Donc ça n'a pas été hyper facile tout de suite, mais il y a eu beaucoup d'aide et beaucoup d'envie, en tous les cas. Quand tu dis beaucoup d'envie, c'est dès le début, tu as senti qu'il y avait côté management ou côté sponsor Alors, les sponsors, ils sont venus très vite côté top management, ça c'est sûr, parce qu'ils ont vraiment vu qu'il y avait cette chose à mettre en place. Et le groupe, en général, n'est pas en retard, mais en tous les cas, sur le sujet du listening, ils n'étaient pas forcément en avance. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette idée de se dire, on y va tout de suite, en fait. Alors après, oui, il y avait des personnes qui étaient réticentes, parce que, notamment du côté CMI, donc études, tout ce qui est Consumer Market Insight, où c'est vrai que pour eux et pour elles, le social listening n'est pas représentatif. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on s'est demandé, est-ce que ça va trop loin, un petit peu comme ce qui se passe avec l'AI et Gen AI en ce moment, où ça va un peu loin, comme on a des fantasmes, etc. Le social listening, il y a eu quand même aussi ce fantasme de dire, est-ce qu'on va pouvoir remplacer la moitié de nos études par finalement un outil qui va nous faire des dashboards? Et effectivement, le fait que le social listening ne soit pas représentatif à 100%, ça pouvait être un point de blocage pour certaines personnes qui étaient vraiment dans l'étude même de comprendre les panels, les segmentations, etc. Donc du coup, ça a été des gens qu'il a fallu convaincre. Et à partir du moment où on a réussi à dire non, ça va venir en plus de ça, ça va venir ajouter des choses qu'on ne peut pas forcément voir par des études traditionnelles, ou simplement donner un autre angle et avoir accès à une population qu'on n'a pas forcément accès, puis encore une fois biaisée parce que les social médias, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que oui, ça a été des gens qui ont été à convaincre. D'accord. Donc c'est venu en complémentarité avec ce qui existait déjà, et ça a été plutôt bien accepté, ou enfin c'est juste ça prend un peu du temps, quoi, c'est ça? Ça a pris du temps, mais surtout, alors il y avait aussi un truc qui était très différent, c'est que chez Coca-Cola Company, le social listening, quand on a commencé en 2012, moi je ne connaissais rien à ça. Il y avait 3 acteurs sur le marché. Comme beaucoup dans le secteur d'ailleurs. Ouais, il y avait Sysomos, Radion Six, et voilà, enfin ils étaient 3 quoi. Et en fait, très vite, quand on a commencé à faire des rapports sur les gros sujets, les grosses thématiques qui peuvent intéresser un groupe comme Coca-Cola, je me suis rendu compte que derrière l'intérêt du social listening au-delà de l'insight, c'était l'activation. Et comment on arrive justement à gérer ces communautés. Alors, on ne parlait pas encore d'advocacy, mais finalement, assez vite, on y allait. Mais comment on active tout ça? Et en fait, donc le social listening chez Coca-Cola, c'était à l'intérieur du digital marketing. Alors que chez L'Oréal, le social listening,
plus maintenant, mais jusqu'à l'année dernière, faisait partie de la CMI, c'est-à-dire Consumer Market Insight. Donc moi, quand je suis arrivé dans le groupe L'Oréal, je suis arrivé dans un département que je connaissais pas, avec des gens qui me parlaient de choses que je connaissais pas, les différents instituts d'études, etc. Et du coup, effectivement, la partie, la brique qui manquait, c'était l'engagement derrière et l'activation derrière. Donc moi, j'avais des idées, mais qui étaient plutôt digital marketing, donc je me heurtais pas mal à non, un défaut d'organisation, c'est-à-dire que non, ça c'est gentil, mais c'est plutôt un autre département que vous. Et du coup, je restais plutôt sur l'insight, ce qui pouvait être un peu frustrant, même si en même temps, on pouvait voir des choses assez intéressantes. Après, dans le monde de la beauté, de la cosmétique, comme dans beaucoup d'autres sujets, le social listening, ça a forcément ses limites, parce que parler de certains shampoings, parler de certaines problématiques de peau, etc., les gens vont pas nécessairement citer la marque. Donc du coup, il faut réussir à comprendre vraiment comment l'utilisateur va parler ou l'utilisatrice. Et au final, le consommateur et la consommatrice, c'est réussir à trouver ces mots en fait qu'ils utilisent. Pour toi, le social listening, avant tout, c'est la voix du consommateur en ligne? Oui, pour moi, avant tout, c'est ça, surtout parce que je pense que quand la motivation de L'Oréal à installer le social listening le plus rapidement possible, c'est qu'on veut être consumer-centrique. Donc, on veut vraiment se dire que on veut comprendre les attentes de la consommatrice et du consommateur pour être sûr qu'on répond à leurs besoins. Le monde de la beauté est très compétitif. Qu'on soit une boîte innovante ou pas, il y a un point qui est important qui est ça va très vite, les ingrédients changent vite, il peut y avoir des scandales, il peut y avoir des crises, il faut tout changer. On a, nous, chez L'Oréal, un département de recherche-innovation très important, mais nos compétiteurs, par exemple, vont avoir parfois des achats sur étagère de formulations toutes faites. Et donc, effectivement, je critique pas, mais effectivement, la différence, c'est qu'ils ont une agilité que nous, on n'a pas forcément. Nous, quand on fait un développement produit, il y a un temps forcément entre l'idée, la formulation, travail avec les labos, etc. Les tests, etc. La mise sur le marché peut avoir un certain temps. Alors que quand on voit une tendance arriver et que, je sais pas moi, n'importe quel compétiteur qu'on peut avoir achète sur l'étagère directement cette tendance-là et sort le produit dans les 3 mois, ils ont un avantage sur nous, ça c'est sûr. Donc pour moi, c'est effectivement réussir à comprendre ce que le conso veut pour réussir à avoir la tendance. Et tu parlais tout à l'heure de 2012, un peu finalement des débuts du listening. T'as vu des étapes? T'as vu vraiment des grands bouleversements de cette industrie Ouais, oui, déjà le grand bouleversement premier, c'est la data privacy. Ça, c'est sûr que ça a été les premiers logiciels qu'on utilisait. Déjà, on avait quand même peu d'accès au social en général. On avait beaucoup de Twitter, forcément, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'était du blog, en fait? Ouais, pas mal de blogs, de forums. Bon, t'avais du Facebook et de l'Insta, mais surtout, on n'avait pas de limitation, quoi. On pouvait avoir accès aux commentaires, on pouvait avoir accès aux hashtags. On n'avait pas. Donc ça, c'est pour moi le premier changement, ça a été les modifications d'API, quoi. C'est-à-dire le moment où les réseaux sociaux ont décidé de protéger les données, ce qui est très bien, mais du coup qui a mis un gros coup en fait sur la manière dont on avait travaillé. Ça, c'est la première chose. Et puis après, l'UX UI des logiciels qu'on utilisait, avec différents widgets qui sont arrivés, différents KPIs qui n'existaient pas et qu'on a créés au fur et à mesure. Ça, c'est un vrai problème dans le marché aujourd'hui des différents outils qui sont proposés. Et j'en parlerai tout à l'heure, j'imagine, par rapport à l'installation de l'outil qu'on fait chez L'Oréal en ce moment. Mais le fait qu'il y ait chaque outil essaye de sortir un KPIs nouveau pour être un peu novateur, pour une société assez internationale, par exemple, c'est l'enfer. Parce que du coup, on se retrouve, si on n'est pas harmonisé, à avoir 50 KPIs différents qui veulent plus ou moins dire la même chose, mais qui ne sont pas calculés pareil. C'est intéressant, cette histoire du KPI. Chaque réseau social a son propre moyen de dire OK, ça a marché. Et justement, en fait, ça se répercute un peu aussi sur les outils de social listening, peut-être que tu utilises. Eux aussi, ils vont un peu de la donnée. Parfois, ils inventent même des KPI. Tu vois, ils essayent d'inventer des scores. C'est un peu le terreau un peu bancal, j'ai envie de dire, de cette industrie qui est de dépendre de tellement d'acteurs différents, tellement d'API différents. Alors, les API, à la limite, aujourd'hui, finalement, c'est assez harmonisé, à part TikTok, même s'ils l'ont lancé finalement cette année. C'est un peu ce que tout le monde attendait, puisqu'en fait, on attendait tous de pouvoir accès. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est fiable? On est en train de l'assesser. Je ne vais pas me mettre mal avec TikTok parce qu'on est des gros partenaires de TikTok et on les adore. Mais aujourd'hui, effectivement,
forcément, pendant toutes ces années où on attendait TikTok, on a trouvé des solutions qui sont déjà l'accès officiel de TikTok via des hashtags qui vont être limités en nombre dans le mois qu'on va pouvoir avoir. Il y a aussi des TikTok communities qui ont été créés, donc on peut regarder effectivement des gens qui vont être plus ou moins intéressants à suivre parce qu'ils vont lancer des choses qui vont être intéressantes à comprendre. Aujourd'hui, TikTok annonce l'ouverture d'un API, enfin aujourd'hui depuis quelques mois. On est en train de regarder, je sais qu'il y a des logiciels comme Radarly par exemple qui ont déjà commencé à prendre cette API. Nous, on a envie de savoir aujourd'hui si on va y aller ou pas, parce qu'en prenant cette API, tout le travail qu'on a pu faire en construisant le dataset avec justement les outils officiels de TikTok ou les TikTok Community, on le perd. Donc c'est pour ça qu'on veut être sûr que la data qu'on aura sera clean et intéressante, et surtout qui nous apportera l'insight voulu, quoi. Mais oui, c'est sûr. C'est pas tant les réseaux sociaux qui inventent ces KPIs qui me dérangent. Moi, c'est plutôt l'outil en lui-même. Tu vois, c'est un Nightbase, un Talkwalker, un Radarly, etc., un Brainwatch, qui vont avoir tu vois, le share of buzz, le share of je sais pas quoi. Et en fait, du coup, d'un pays à un autre, s'ils sont pas sur la même tech, bah, tu te retrouves à dire, mais alors du coup, vous regardez quoi? Et puis, il suffit qu'il y ait une personne qui dise... ah oui, non, le share of buzz, génial, c'est vraiment hyper intéressant, etc. Personne ne sait ce que c'est, personne ne sait comment le calculer. Et du coup, tout le monde demande que ça. Et du coup, tu te retrouves un petit peu à devoir courir après quelque chose qui existe que dans un seul outil et qui, après, tu te rends compte, est uniquement une espèce de share of voice multiplié par un engagement. Et puis voilà, quoi. Et sinon, sur ce point très précis, il y a des indicateurs qui, pour toi, sont un peu surcotés sur ces types d'outils. Nous, pour te donner un peu de contexte, tu as des personnes qui nous ont, par exemple, dit que tout ce qui était analyse de sentiments sur les plateformes, de par le fait que ce n'était pas entraîné par le contexte spécifique de l'entreprise, parfois prenait peu de sens. Je suis d'accord, pas d'accord. C'est-à-dire, le sentiment, il y a quelques années, c'était l'enfer. Enfin, en 2012, 2013, 2014, ça ne servait à rien de regarder le sentiment. Il était mal classifié, etc. Aujourd'hui, les NLP, même NLM, etc., ils ont été vraiment de plus en plus travaillés. Pour vous donner un exemple... donc nous, jusqu'à il y a très peu de temps, on avait à peu près 6 ou 7 providers différents sur le monde. Mais en général, on était plutôt avec NetBase, qui était un outil que j'utilisais déjà chez Coca-Cola et que j'ai installé du coup chez L'Oréal. Le sentiment chez NetBase s'était vachement amélioré. Et quand il a fallu travailler le net sentiment sur des langues qui ne sont pas... en général, des langues d'entraînement. Donc, effectivement, le français, l'espagnol, l'anglais, c'est plutôt costaud. Mais même, on avait des petits défauts. On a travaillé avec eux pour améliorer leur algorithme et essayer de trouver une façon d'avoir un net sentiment plus intéressant et plus fiable. Donc, moi, je trouve que le sentiment est quand même intéressant à voir. Et surtout, moi, ma grosse bataille chez L'Oréal, quand je suis arrivé, ça a été de garder le sentiment séparé en 3, c'est-à-dire positif, négatif et neutre. Parce que le neutre est pour moi plus intéressant que si on le merge. C'est-à-dire que si on arrive devant des gens en disant 98% de sentiments positifs, ça ne veut rien dire parce que c'est faux. Et en plus, ça ne nous fera pas aider parce que le sentiment négatif, c'est là où on va comprendre ce qui se passe. Mais du coup, le neutre est important de le garder parce que c'est là où on comprend que les gens ont partagé, mais sans avoir eu de réaction. Donc finalement, oui, c'est engageant, mais pas plus que ça. En revanche, le positif va être hyper intéressant à voir sur le côté fan-base, le côté... et d'un pays à l'autre, ça change en plus, en fonction des catégories. Mais pour moi, c'était important ce sentiment. Donc non, je dirais pas que le sentiment, il est pas utile à regarder parce qu'il est vraiment bien. Après, effectivement, oui, il y a des pays avec des langues où les algos sont pas entraînés, où effectivement, oui, c'est peut-être moins fiable. En Grèce, en Thaïlande, c'est pas forcément des indicateurs qui vont être les plus fiables, mais ça reste important quand même. Et tu as un avis sur l'analyse de réseau, les relations entre des personnes, les cartographies de communautés, etc. Ça a eu plus ou moins son effet de mode. Est-ce que... Nous, je sais qu'on a... Alors, c'était plutôt avec c'était un travail, pour le coup, joint entre le digital marketing et les études, Consumer Marketing Sites, justement, à essayer de voir si on arrivait à faire des clusters, en fait, de communautés, tout en se disant que tous ces gens-là, ils sont quand même dans des écosystèmes multiples. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, on a pensé que quelqu'un qui aime bien faire de l'escalade, on va le targeter ou la targeter uniquement là-dedans, alors qu'en fait, cette personne, elle peut aimer les chats, Netflix et voyager. Donc du coup, en faisant des personas plus larges et en faisant des communautés qui sont
finalement des gens qui vont avoir de multiples intérêts, comme tout le monde en fait, ça nous a permis effectivement de mapper tout ça. Donc oui, je crois aux communautés, et on a aujourd'hui chez nous des communautés fortes, on a des advocates très forts aussi, et je pense qu'aujourd'hui l'advocacy est même en train de dépasser l'influence en tous les cas. Et ça, le social listening, on travaille avec de plus en plus pour identifier justement des advocates, des influenceurs. Ça c'est traditionnel, mais c'est vrai que de plus en plus les advocates prennent un poids, deviennent plus des influenceurs qu'advocates justement. Donc tu disais que maintenant tu étais dans une partie de L'Oréal qui allait plus dans la recommandation, quelque chose dans un geste plus actionnable derrière. Mais tu dis quand même continuer à travailler avec CMI. Donc concrètement, quelles sont en fait les actions que tu vas pouvoir tirer en fait de ton analyse social listening En gros, je dis ça, c'est pas très intéressant, mais il y a eu une restructuration qui fait qu'aujourd'hui, en tous les cas, au niveau corporate, dans les zones et dans les pays, donc pas au niveau des divisions, mais dans notre organisation, le Consumer Market Insight fait partie du digital maintenant. Donc ce qui veut dire que même si on a toujours travaillé ensemble, le fait maintenant de pouvoir être dans le même département et donc du coup créer des ponts et des liens plus importants, ça facilite les choses. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train d'installer un outil dans tout le groupe. Cet outil, c'est TalkWalker. Je pense qu'il y a quelques années, quand j'ai installé NetBase, certains départements n'étaient pas intéressés à aller justement avec NetBase pour pouvoir regarder, identifier des choses, des conversations, etc. Aujourd'hui, je vois la différence parce que je vois ces communautés digitales être onboardées sur cet outil-là, s'en servir pour regarder leurs marques, pour essayer de voir, identifier les communautés, activer leur community manager, détecter des créateurs pour pouvoir créer du contenu, faire du real-time. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau chez nous parce qu'en général, on était toujours vraiment silotés et séparés. Et le digital, en termes d'engagement et de digital asset management, ils utilisent Sprinklr. Sprinklr, le module de listening, c'est un module qui s'est amélioré avec le temps, mais qui n'est pas comparé à d'autres outils comme aujourd'hui TalkWalker. Non, c'est pas l'outil qu'on veut utiliser. Après, Sprinklr est un énorme partenaire de L'Oréal parce qu'ils font tout notre care, ils font tout notre engagement, etc. Mais, donc c'est très bien, mais c'est vrai que je pense aussi qu'il y a cette envie d'avoir deux outils pour pouvoir aussi voir comment ça fonctionne, notamment pour lancer le Listen to Engage. Ça aurait été plus simple d'être sur Sprinklr parce qu'on aurait eu tout au même endroit, mais avoir deux partenaires, c'est pour moi préférable aujourd'hui d'avoir cette dualité. Ce rapprochement, même au niveau des outils, commence à se faire, puisque tout de suite, tu as racheté TalkWalker. Ouais. Donc en fait, c'est clairement la vision que tu as des choses en fait, autour du social listening, c'est-à-dire, certes, on doit pouvoir écouter ce qui peut être raconté sur notre marque, sur nos produits, mais derrière, il faut qu'il y ait un enjeu quasi business, en fait, comment on va améliorer nos perfs, comment on va améliorer ça, c'est la sûr, parce manière que dont on parle aux personnes. Complètement, parce que finalement, comprendre le consommateur ou la consommatrice, c'est pour améliorer nos perfs. Et on est, même si on est, notre mojo, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde, on est une entreprise commerciale qui vend donc des produits et une entreprise privée. Donc clairement, notre but, c'est forcément vendre des choses, mais vendre des choses, effectivement, en essayant de toucher au maximum les besoins et les envies des gens. Alors, après, je ne sais pas si la finalité pour moi, c'est avoir un seul outil. Je pense qu'effectivement, parfois, c'est plus simple. En revanche, un truc qui est très clair, c'est que on avait déjà engagé les discussions et la signature du contrat avec TalkWalker avant le rachat de TalkWalker par Outsuite. Aujourd'hui, le message est très clair. Outsuite n'a absolument rien à voir chez nous et ne fera aucun business pour l'instant. Je ne sais pas si ce sera le cas un jour parce que ça dépend pas de moi de toute façon. Mais il a été très clair qu'on a rassuré Sprinklr sur le fait que Sprinklr était notre partenaire aujourd'hui sur tout ce qui était engagement. Le fait qu'Outsuite puisse aujourd'hui être un acteur, parce que TalkWalker a peut-être changé de nom, j'en sais rien, mais aujourd'hui, en rachetant TalkWalker, il devient un des premiers compétiteurs de Sprinklr. Quoi qui fait la différence pour un groupe aussi gros que L'Oréal dans le choix d'un outil de social listening? C'est comment tu vois la stratégie. Moi, au début, le lancement du social listening chez nous, pour moi, c'était une sorte d'accélération. Accélérer l'arrivée du social listening dans les marques, dans les pays, dans les zones, etc. Après, on est arrivé sur un niveau qui était plus multiplication des points un peu partout, être sûr qu'on avait un expert ou une experte un peu partout. Et aujourd'hui, on est dans la démocratisation. Démocratisation, il y a des outils qui, du coup, deviennent obsolètes. NetBase est un très bon outil, mais c'est un outil extrêmement compliqué à utiliser. C'est un outil où il faut être expert ou experte dessus, mais en tous les cas, passer du temps dessus. C'est pas easy, c'est un très bon outil. Donc aujourd'hui, si on part du principe que
les experts et les expertes ne sont pas remplacés parce qu'on va tous devenir experts ou expertes. On ne peut pas utiliser un outil comme NetBase. C'est trop compliqué, ça demande trop de training. Donc du coup, ce qu'on va chercher, c'est quelque chose de simple. On a fait un RFP en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'on a demandé à 8 outils différents de nous faire des présentations. On a fait des tests, on était à peu près 10 personnes dans un jury. Et c'est effectivement Talkwalker qui est sorti comme étant et le plus simple et le plus accueillant en termes du XUI. Et c'est ça, un outil qui est simple et où on n'a pas besoin de faire 50 000 trainings auprès des gens, c'est quand même génial. Au-delà de ça, c'est un outil qui, depuis toujours, a une R&D hyper importante et qui passe leur temps à augmenter leur widget, etc. Et le truc qui a fini par nous séduire complètement, et ça c'était assez récent, c'est la Gen AI qu'ils ont intégré à l'intérieur de l'outil. Alors je sais qu'ils font tous ça plus ou moins, mais là maintenant, effectivement, on a un gain de temps énorme. Et pour nous, ça a été ce choix, c'est la facilité. Quand on est 90 000 dans un groupe, je dis pas que 90 000 personnes font du social listening, mais quand on est 90 000 dans un groupe et qu'on va dire que, je sais pas, l'outil va peut-être toucher 2000 personnes, on peut pas avoir un truc trop complexe. Il faut quelque chose qui soit facile d'utilisation, sinon la personne ne revient pas. Et donc, du coup, effectivement, l'usage, c'est toujours un problématique. Il y a 2000 utilisateurs à peu près, quoi. En gros, le core, on est sur 250-300 personnes. Okay. Après, quand on a grandi à l'ANI, enfin l'advocacy influence, là, on rentre on monte quasiment à 1000 personnes. Et si demain, on l'ouvre aux marketeurs et marketeuses, là, effectivement, on aura une... Après, ça ne sera pas les mêmes usages. Et les trainings ne seront pas pareils. On va vraiment avoir des champions, des power users, des light users. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais l'idée, effectivement, c'est de démocratiser au maximum l'outil. Et que s'il y a une certaine fonctionnalité que des marketeuses et marketeurs vont pouvoir utiliser parce qu'ils ont une réunion, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours sur un sujet en particulier, oui, bien sûr, on ouvre l'outil. Qu'est-ce que tu recommandes à une entreprise qui aurait Talkwalker et qui souhaiterait augmenter son adoption? Pour moi, il faut vraiment réussir à avoir un système de champions, pour moi, qui est hyper important, où c'est des personnes qui vont vraiment, en amont, être traînées, formées, vont pouvoir découvrir l'outil, pouvoir voir les inconvénients, les avantages, pouvoir vraiment le gérer. Et de là... ces personnes-là vont être engagées. Alors peut-être qu'il faut des incentives, peut-être qu'il faut réussir à ce que ça rentre dans leur scope ou un truc comme ça. Mais là aujourd'hui, nous on a des champions qui sont dans tous les pays, dans toutes les zones et dans toutes les marques plus divisions. Et ces gens-là, pendant 2 mois, ils seront entraînés avant les autres. Donc ce qui veut dire qu'après, c'est à eux d'engager les autres et de pouvoir réussir. Et puis c'est le résultat, le use case qui va faire l'adoption. C'est-à-dire qu'en ayant ces champions qui vont travailler sur certains sujets, le fait d'apporter, de dire voilà ce que j'ai pu réaliser grâce à cet outil, voilà ce que j'apporte à ma marque ou au groupe, etc. Ça donne envie et forcément, du coup, c'est ça qui va générer l'adoption. Parce que ça c'est vraiment le sujet, mais de tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont passés ou plus ou moins qui sont passés ici, nous ont tous dit, le gros sujet du social listening, on n'est plus trop dans cette phase d'aller trouver des use cases ou de manipuler l'outil, quoique, mais c'est surtout d'aller augmenter l'adoption en interne, qui parfois, malheureusement, on se retrouve dans la situation où l'outil est un peu sous-exploité par rapport à mais que l'outil, il sera certainement sous-exploité. Et je parle pas de Talkwalker. Non, mais n'importe lequel. L'outil sera forcément sous-exploité par rapport aux capacités, parce que déjà, c'est pas notre métier de faire ça H24 toute la journée. T'as d'autres trucs à faire que finalement... c'est quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus simple d'appeler une agence et de dire j'ai besoin d'un rapport et ce rapport il sera custom à ta marque. Moi je vais te rendre 3 trucs différents, mais t'es L'Oréal Paris, t'es Lancôme ou t'es Kérastase. Si on parle du même ingrédient qui va être l'acide hyaluronique, il va pas être traité de la même façon selon que tu sois Lancôme, Kérastase ou L'Oréal Paris. Donc ce qui veut dire que le storytelling autour de ça, le produit, les compétiteurs qu'il va y avoir, etc. C'est sûr que si quelqu'un te fait un rapport custom exactement à ta marque et que tu as juste à le prendre, faire quelques petites modifs et l'envoyer, c'est beaucoup plus simple que de devoir toi le faire directement sur un outil, que ce soit Talkwalker ou autre chose. Donc ça, c'est sûr que cette adoption-là, on va devoir la travailler parce que oui, on continue à travailler beaucoup avec des agences chez nous et c'est pas du tout le but de réduire cette cadence-là. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on puisse quand même, sur des rapports qui soient assez courts ou qui peuvent être assez rapides à faire, qu'on puisse le faire en interne et d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur nos marques, sur nos ingrédients, sur des choses, sur des tendances qui peuvent arriver. Donc, mais oui, ça fait partie. C'est quelque chose qui est difficile, ça c'est sûr. Ouais. Oui, l'idée c'est si quelqu'un se pose une question et veut avoir la réponse de la journée, il faut
faut qu'il soit outillé, quoi. Qu'il ait pas le frein de... Voilà, un exemple Ouais. tout bête. L'année dernière, on s'est demandé, Barbie, le film, qu'est-ce qui s'est passé, les sponsorings, les partnerships commerciaux, etc. Moi, en fait, si c'est pour dépenser 15 000 euros dans une agence qui va me faire un rapport pour me dire qu'en fait, il y a 160 marques qui ont fait des partnerships avec Mattel et que c'est Zara, telle marque de maquillage, telle marque de trucs, etc. Bah, ça, je préfère qu'on le fasse en interne. Et dans ces cas-là, effectivement, j'ai pas besoin d'un deep dive de 90 pages sur Barbie. En revanche, effectivement, j'ai un one-pager qui est fait via Talkwalker, NetBase, peu importe. Mais ça, le faire en interne, pour nous, c'est important. Et en plus de ça, je pense que ça aussi nous entraîne à aller chercher d'autres choses et à comprendre d'autres choses. Après, c'est sûr que si je te dis, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est en train de se passer sur un ingrédient extrêmement complexe en Chine, oui, je vais certainement devoir faire appel à une agence parce que j'aurais besoin de leurs compétences et de leur expertise. Et le listing en Chine, justement, ça c'est un autre point. Comment tu... Le listening en Chine, il est complètement déconnecté du global. Déjà parce que par la loi, en fait, on n'a pas le droit de sortir les données chinoises de leur pays. Deuxièmement, parce que chez L'Oréal Chine, ils ont leur système de social listening à part entière qu'ils ont créé en interne. Ils ont créé des systèmes. Et ce système-là fonctionne très bien. Et donc, quand on a besoin de listening chinois, soit on demande directement à L'Oréal Chine de nous envoyer les données dont on a besoin ou les insights dont on a besoin. Il y a des agences avec lesquelles on travaille sur certaines divisions qui ont des partnerships avec des agences chinoises et donc, du coup, ont accès à une donnée intéressante. Moi, je suis toujours un peu sceptique en général parce que je sais que en général, les outils, la porte d'entrée dans des grosses boîtes comme ça, il y en a deux. C'est de dire, nous, on a accès à la Chine et nous, on a accès à TikTok. Voilà. Et donc, du coup, avec ça, les gens deviennent tarés et du coup, non, mais c'est vrai. Et du coup, ils sont là, genre, génial, on va enfin avoir accès à la Chine et à TikTok. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et après, tu regardes dans le détail. Et là, tu vois que quand tu vas même... Alors, ils t'envoient leurs extraits de données, et puis tu regardes jusqu'à l'URL, et tu vois que c'est Taïwan ou Hong Kong. Et là, tu fais, non, en fait, là, c'est pas la Chine. Après, tu vas regarder qu'il y a beaucoup de données chinoises, mais c'est sur des VPN. Bon, bah ça, pareil, c'est pas représentatif du marché chinois. Si une personne chinoise a un VPN et qu'elle va regarder des choses qui se passent ailleurs, c'est pas les Chinois. Et ça, du coup, c'est moins intéressant. Après, de plus en plus aujourd'hui, il y a des agences effectivement chinoises qui créent des accords avec d'autres choses, où elles sont achetées par, voilà, je pense à Meltwater par exemple, qui vont avoir de la donnée chinoise qui va être propre, etc. Le social listening chinois, il est aussi compliqué parce que ça va pas être des termes. Voilà, le produit, par exemple, on va être sur. Je vais vous donner un exemple. Un des produits phares chez nous en anti-âge skincare, ça va être Généfique, qui est un sérum. En Chine, Généfique, il va s'appeler la petite bouteille grise ou la petite bouteille bleue. Et c'est clair que si on le sait pas, bah, en fait, on a beau faire du listening depuis la France avec un outil qui va aller chercher de la donnée chinoise parce qu'ils ont un partnership. Si le mec sait pas que c'est la petite bouteille bleue, on verra rien sur Généfique parce que c'est pas comme ça que les Chinois communiquent. Donc pour nous, on a vraiment décidé de se dire, on est très impressionné par la Chine sur plein de points, on trouve que c'est génial ce qu'ils font, etc. Mais ils ont leur système autonome, ils nous donnent ce dont on a besoin quand on a besoin. Mais parce qu'on a la chance d'avoir ça. Après, effectivement, voilà, mais tu peux pas risquer, en termes de compliance et data privacy, tu peux pas risquer de te dire que tu vas faire sortir des données chinoises alors que tu n'as pas le droit de le faire. Donc après, s'il y en a d'autres qui le font, bah, tant mieux. Mais Faut surveiller dans un groupe comme vous, quoi. Enfin, voilà. dans cette taille-là, tu te fais avoir à tous les coups, ou tu prends un risque qui vaut... Ça vaut pas la chose. Ah bah, de toute façon, on n'aurait pas le droit. Enfin, et puis aujourd'hui, sûr. on a de plus en plus de process de sécurité, de process de compliance, de process de risque, etc. Donc on pourrait pas le faire, c'est tout. Mais voilà. C'est rare de se retrouver, je pense, à ce niveau d'expertise, a fortiori sur quelqu'un qui a vu plusieurs boîtes dans plusieurs orgas, sur l'évolution du search listening. Ouais. On le voit de plus en plus dans les groupes, en tout cas dans les groupes un peu consumer, beauty, luxe. J'ai l'impression que c'est pas nouveau, mais c'est le truc qu'on voit de plus en plus exploser. Est-ce que toi, tu as un exemple? Est-ce que déjà ça rentre dans ton scope? Alors, ça rentre pas dans mon scope, mais je travaille avec la personne qui en fait. Et effectivement, pour nous, alors là, nous, on tombe plus. Là, c'est plus les personnes qui vont être dans l'analytics digital. Et donc, du coup, là, on est plus sur du search qui va être de search Amazon, du search TikTok, du search Google, etc. Où du coup, là, c'est intéressant pour nous parce que ce qu'ils vont trouver, on va pouvoir l'implémenter à l'intérieur de notre outil pour pouvoir augmenter, on va dire, ce qui était fait. Mais oui, effectivement, Mais je pense que ça buzz en ce moment, surtout parce que ça fait pas très longtemps. Enfin, ça fait quelques années que c'est accessible. En fait, avant, vraiment, on pouvait pas vraiment avoir accès à ça. Et c'est vrai que
c'est un truc qui monte. En revanche, par exemple, tu vois, même tout ce qui est visual listening, qui a été créé finalement il y a quelques années, qui marchait pas très bien, où on n'arrivait pas trop à savoir qu'en faire. Aujourd'hui, de plus en plus, ça marche de mieux en mieux. Alors, tu t'adaptes. Hein. C'est sûr que nous, on est une boîte où on va avoir des grosses boîtes de gel douche, mais on va avoir aussi des mascaras minuscules. Donc, effectivement, ça marche pas pour tout. Mais quand on fait du sponsoring d'event, quand tu as La Roche-Posay qui va sponsoriser un marathon, c'est important pour nous de pouvoir voir où est-ce qu'on a pu. Ouais, parce que les gens qui font. Ça, c'est aussi le fantasme des grosses boîtes. C'est-à-dire qu'on imagine tous qu'ils vont dire marathon de La Roche-Posay, alors que personne fait ça. Tout le monde va dire j'étais au marathon de Nice ou de Cannes ou whatever. Et le fait qu'il y ait effectivement ce visual listening pour montrer comment la marque était représentée dans les photos qui étaient partagées, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est bien. Après, effectivement, le search listening, moi, c'est pas moi qui vais m'en occuper là-dessus, mais on collabore parce que les termes vont pouvoir nous aider à être entretien. Moi, j'avais une question. Vous avez une grosse capacité d'innovation et de créer vos propres outils. Peut-être qu'on y reviendra après sur plein de sujets, marketing, R&D, etc. Il n'y a jamais eu, à un moment, l'idée chez vous en interne de se dire, tiens, on a 200 utilisateurs très fréquents, peut-être 2000 en version large. Est-ce qu'on ne va pas créer notre propre outil interne avec nos classifications, nos ingrédients ? C'est jamais un sujet qui est venu sur la table ? Ça l'est en Chine, puisqu'ils ont créé leur propre outil en fait en interne. C'est-à-dire que L'Oréal Chine, ils ont un système de social listening qui leur appartient et qui a été créé de A à Z chez eux. Pour le reste du groupe, il y a deux choses. Le premier, on en revient à... Il faut savoir son métier en fait. C'est-à-dire que même si L'Oréal est une beauty tech compagnie, on est effectivement... Moi j'ai eu la chance d'assister à la naissance de la beauty tech chez nous et l'arrivée vraiment de la tech dans quasiment toutes les strates du groupe. Donc c'est hyper impressionnant. Je vois, moi, dans mes équipes, j'ai des gens, c'est des ingénieurs en aérospatial. J'ai des gens qui, à la beauty tech, il y a des gens qui étaient dans des écoles d'ingé chez Google à faire du codage, etc. Et aujourd'hui, ils travaillent chez L'Oréal pour des problématiques l'oréaliennes de beauté, etc. Donc pour moi, ça, c'est génial. Après, il faut savoir aussi quel est son métier. Notre métier, c'est pas d'être un éditeur d'outils. Et je pense que l'investissement qu'on peut mettre, et je l'aide d'expérience, j'ai créé des outils avec des équipes justement de la beauty tech, et créer un outil, je ne sais pas si on a les capacités, comme par exemple un Talkwalker, d'avoir cette recherche-développement constante pour pouvoir l'améliorer et l'upgrader. Je sais qu'on a les capacités de créer un outil, on pourrait le faire demain si on veut. En revanche, est-ce qu'on aurait l'expertise de se dire, tiens, il faut qu'on ajoute tel widget. Et je pense que c'est... Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est... Même si on va avoir un super outil qui va nous aider et qu'on va démocratiser tout ça, c'est important de garder des agences parce que c'est eux qui vont nous nourrir aussi d'autres choses parce que nous, on va être que dans la beauté. Et eux, ils vont être sur d'autres sujets. Et pour moi, c'est la même chose que créer un outil. C'est-à-dire que oui, créer un outil, c'est bien, mais derrière, comment on le fait évoluer, comment on le fait vivre, ça coûte cher, d'accord, mais en fait, c'est comment on fait. Et quand l'usage n'est pas au rendez-vous, alors là, c'est... L'Oréal, selon toi, ça a de l'avance sur les autres en listening, tu penses ? En listening, alors je sais qu'on avait du retard, mais qu'on ne l'a plus du tout. En parlant avec je fais partie d'un groupe de conversation avec certaines personnes qui vont être chez McDo, chez Coca, chez Pepsi, pas chez nos concurrents directs ou chez Pernod Ricard, etc. Et je crois qu'on est plutôt pas mal à avance. Je ne sais pas si on peut parler d'avance, mais par rapport à certaines boîtes, on est en avance. Par rapport à d'autres, on est juste organisé différemment. Donc du coup, c'est plus compliqué. On va dire qu'on a quand même une unité corporate et centrale qui est très forte et puissante, mais on a quand même des pays qui sont des vrais mastodontes qui ont un poids très important, donc on ne peut pas leur faire n'importe quoi. Donc effectivement, niveau orga, dans les marques, dans les divisions, des trucs comme ça, il y a effectivement encore des choses, donc c'est moins simple. Là, le fait d'installer un outil pour la première fois dans 34 pays, bon, c'est pas tous les pays parce qu'il y a encore des pays qui n'ont pas encore activé, mais qui vont activer d'ici 2025. Mais 34 pays, 4 zones et 5 divisions en comptant entre le retail, c'est la première fois qu'on fait ça sur du listening. On l'avait fait avec Sprinkler, là maintenant on le fait avec le listening. Donc c'est hyper bien. Mais donc l'avant, je sais pas. Oui, on va dire oui. Et sur les pays, là, tu parlais de 34 pays. Est-ce que tu trouves qu'il y a toujours cette avance un peu anglo-saxonne, parfois sur certains points? Encore une fois, sur le listening, on l'a vu sur l'audience intelligence, sur le search, sur plein de points, on a vu ces innovations qui souvent venaient... Alors, les US, oui, parce que les US, ils ont commencé le listening bien avant 2016, même si c'était encore petit, ils le faisaient.
Et les US, ça a été un des premiers pays avec la Chine à démocratiser entièrement le listening, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir une social room et d'avoir finalement dans toutes les marques, dans tous les départements, des experts en listening. Donc du coup, effectivement, ils ont cette avance-là d'avoir eu l'idée de se dire, bon, bah en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un ou une référente, je vais avoir tout le monde. Ce qui s'est passé en Chine aussi. Aujourd'hui, ce que je vois avec, par exemple, l'Indonésie, par exemple, qui est hyper en avance sur ça, parce ils ont une sorte d'innovation dans les rapports qu'ils vont fournir, où effectivement là on va avoir au lieu des KPIs un petit peu classiques qu'on va pouvoir retrouver, ils vont aller chercher autre chose, ils vont aller vraiment dans la qualité des rapports et des données qu'ils vont avoir accès. C'est vrai que c'est hyper intéressant et souvent moi c'est un pays que j'ai donné en exemple quand on faisait des réunions un petit peu en interne, etc., parce qu'effectivement j'ai toujours été intéressé de voir à quel point il y a alors dépend des personnes, bien évidemment, mais la personne qui était là-bas, en tous les cas, a initié quelque chose qui perdure après. Elle a changé dans un autre pays maintenant, mais ça, c'est bien. Et c'est vrai que ça revient toujours un peu à la motivation des gens. Vous avez des communautés un petit peu, c'est-à-dire entre toutes les personnes qui sont un peu, comme tu disais, les champions du social listening, ou je sais qu'en tout cas, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans pas mal d'organisations, de clients avec qui on a pu travailler, c'est cette frustration aussi, tu sais, les community managers. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des comptes qui sont dans 35 pays, un peu partout. Parfois, ce sont les codes pour avoir accès à ces différents comptes sont difficiles d'accès. Quand quelqu'un part, finalement, plus personne n'a accès au compte. Ouais. Et finalement, la solution, c'est un peu d'avoir cette communauté assez forte, en fait, entre professionnels d'une même entité. Est-ce que tu arrives à créer des choses comme ça ou Oui, c'est vraiment parce que j'ai créé ça. Alors, j'ai créé ça pour l'histoire. Je pars à Hong Kong. À l'époque, c'était la base de la zone APAC, donc Asie-Pacifique. Et je rencontre une première personne qui lance le listening là-bas. Et on me demande d'être son mentor. Il vient d'arriver et on me dit voilà, donc moi toutes les semaines je vais au téléphone et tout. Et puis en fait, pour être totalement honnête, je me suis dit mais il va s'embêter quoi. Enfin, toutes les semaines, moi j'étais chez CPD, donc CPD c'est la division des produits grand public, donc c'est L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, etc. Et donc du coup j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce que je vais lui raconter. Et puis en fait il va juste ouais. Et donc j'ai commencé à me dire tiens, et si je mettais Thomas de la France qui est social listening manager, et si je mettais un tel de chez Cosmic Active, et si je mettais, et on s'est retrouvé finalement à faire des calls à 5, alors pas toutes les semaines, et puis au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de listeners, et de là en fait on a créé la Social Squad, enfin j'ai créé la Social Squad, et de là c'était devenu tellement énorme qu'il fallait faire donc des sessions le matin pour l'Asie et des sessions l'après-midi pour les Amériques, et au final c'est devenu quarterly parce que tu peux plus mobiliser autant de gens, voilà. Mais ce qui est toujours ressorti, c'est dans ces gens qui avaient justement des métiers un peu particuliers, avec des skills particuliers par rapport aux études classiques ou par rapport au digital, de pouvoir se retrouver un peu alors entre eux, c'est pas battre entre soi, mais de partager des problématiques. J'arrive pas à faire ça. Comment t'arrives à faire une queries complexe sur ça, ou pour le travel retail sur duty free, je comprends pas comment. Et même sur les outils et recommandations d'agences et trucs comme ça. Donc il y a vraiment cette communauté. Et tu voyais qu'ils aimaient et ils aiment toujours se retrouver et se voir et se connaître. Et finalement, ça permet aussi quand toi t'es au corporate, de pouvoir spotter en fait des talents que tu vas pouvoir dire tiens parce que chez nous il y a quand même une mobilité en interne qui est assez fluide, et du coup effectivement se dire voilà, moi cette personne qui est je sais pas moi au Japon, elle pourrait être au top peut-être pas au UK mais au corporate par exemple ou ailleurs, et ça te permet de spotter leur travail. Et surtout moi ce que j'ai toujours aimé, c'est que grâce à ça je gardais un lien, et je garde un lien avec le travail qu'ils fournissent et les rapports, parce que forcément ces gens-là ils vont pas t'envoyer tous les rapports qu'ils font, tu pourrais pas, mais du coup tu fais des liens. Attends, si tu es en train de travailler sur tel type de produit, l'Italie, tel pays et Dubaï sont en train de faire ça, peut-être mettez-vous ensemble et comparez vos résultats. Et du coup, ça crée des insights qui étaient multi-pays et qui étaient intéressants, soit pour les marques au niveau global, soit simplement pour se dire la différence qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a des problématiques parfois qui sont pareilles. Moi, ce que j'ai toujours fait aussi, tu vois, par exemple, tu as des pays, genre si tu mets l'Italie et le Mexique ensemble pour discuter de social listening, en fait c'est le même pays, parce que le truc c'est que oui c'est pas la même taille, mais en fait chez nous, chez L'Oréal, leur niveau d'investissement dans le listening est identique. Donc ce qui veut dire que si un pays a envie de se lancer et que je le mets tout de suite face aux US ou à la France,
bon bah les personnes ils vont se décourager, se dire non mais moi j'ai pas les budgets, j'ai pas les ressources, j'ai pas. Alors que si tu trouves effectivement les pays qui vont avoir les mêmes problématiques, même si c'est des pays radicalement différents, bah ça permet de s'aider, etc. Donc oui effectivement créer une communauté c'était hyper important et aujourd'hui, elle est toujours active. Moi, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup de planification, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours adoré parce que ça me permet effectivement d'être en contact avec eux, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a 2 questions sur les agences, le rôle des agences aujourd'hui. C'est quoi pour toi le point de douleur où tu te dis qu'il y a vraiment, encore une fois, besoin de ces agences pour aider un groupe comme L'Oréal? Je dirais que le temps passé chez nous en interne à faire ça, je ne sais pas s'il est rentable, alors qu'avec une agence, il l'est plus. Je sais, en listening, finalement, si on est tous les trois à faire la même étude sur le même sujet, on va avoir plus ou moins grosso modo la même chose, mais on aura des biais différents parce qu'on est 3 personnes différentes. Le fait qu'une agence, en général, la personne est dédiée au compte, mais on sait très bien que c'est pas vrai et qu'il va travailler sur d'autres comptes. Moi, quelqu'un qui va travailler sur, je sais pas moi, Renault, SNCF et L'Oréal, je trouve ça génial parce que ça permet d'avoir vu autre chose. Moi, j'ai travaillé dans les agences de pub avant et le fait d'être multi-compte, ça me permettait d'avoir des idées d'un compte à l'autre parce que c'était pas le côté genre je refourgue les idées qui n'ont pas fonctionné à l'un ou à l'autre, mais c'était plus des réflexions qui te nourrissent et qui te font grandir. Et je pense qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, avoir une agence qui va avoir des vues sur d'autres produits, sur le food and beverage, sur les télécoms, bah, ça permet d'avoir des idées qui sont différentes et d'avoir un point de vue différent dans l'analyse. Et surtout être au courant quand même de choses un peu pointues. Après, je pense que ça revient surtout à mobiliser quelqu'un sur un deep dive pendant, je sais pas moi, 3 semaines. C'est pas rentable pour nous, en fait, chez L'Oréal, de faire ça. Une agence, oui, pas nous. Donc c'est plutôt ça, en fait. En premier, c'est l'expertise que l'agence va apporter. Et en deuxième, c'est la rentabilité. Du coup, comment tu vois l'évolution des... Tu disais les outils, notamment un des choix, ça avait été l'intelligence artificielle, la générative. Quel est, selon toi, en tout cas, on a parlé d'innovation aussi, Vivatech, tout le monde ne parle que de ça presque. Comment tu vois en fait l'impact que ça peut avoir, cette nouvelle fonctionnalité? C'est-à-dire comment vraiment ça peut venir améliorer ton rapport, ton analyse? Là, déjà, je le vois avec cette fonctionnalité qu'ils ont intégrée, donc, qui c'est Silk One ou un truc comme ça. En gros, bon, je fais plus de rapport depuis longtemps, mais quand j'en faisais, j'avais, je sais pas moi, 2000 mentions. Sur ces 2000 mentions, je faisais du sampling et j'allais regarder. Aujourd'hui, t'as 1 million de mentions et t'as une Gen AI qui, en 2 secondes, te fait 5 bullet points sur ce qui est dit. Et de manière hyper objective, parce qu'à la différence de nous, elle n'a pas de conscience de ça, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et du coup, alors, il reste encore du bruit, forcément, parce que quand c'est des choses, quand la query n'est pas vraiment montée correctement et que ça reste juste on va faire rétinol ou je sais pas, vitamine C, là, effectivement, il y a pas mal de bruit, mais quand tu commences à aller un petit peu plus loin dans ta requête, tu trouves des choses très intéressantes. Donc pour moi, ça, c'est déjà un avenir dingue, parce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on va pouvoir démocratiser au maximum l'outil. Parce qu'effectivement, moi, mes marketeurs, marketeuses, les personnes de l'advocacy influence, on va jamais leur demander de faire du booléen, en fait, si tu veux. Mais en revanche, si effectivement, très rapidement, ils peuvent voir le gros de ce qui se passe. Donc pour moi, ça, c'est déjà un point hyper important. Après, je pense que dans les innovations, d'avoir... je sais pas ça, si c'est l'avantage des outils, mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les data domaines et le fait qu'il y ait des flux qu'on peut s'intégrer dans les GCP, par exemple, aujourd'hui, avoir ça directement mis sur notre GCP et avoir une Gen AI en interne qui puisse aller chercher de la donnée croisée, aussi bien justement de la segmentation que du média, que du social listening, ça nous permet, dans des use cases transversaux, d'avoir des trucs hyper puissants. Et c'est ce qu'on met en place aujourd'hui chez L'Oréal. Donc après, c'est pas encore complètement fait, etc. Mais c'est là où on se dirige. Donc pour moi, l'innovation future, elle va surtout être dans cette espèce de croisement de données qui soit pas uniquement du listening pour le listening, mais qui va être un petit peu de ça, un petit peu de ça, un peu de ça. Et ça va passer plus par les clouds qu'autre chose. Donc pour moi, après, dans les comment ça s'appelle, les outils et leurs innovations, je sais qu'un des outils qu'on avait créé en interne, donc où j'étais le business owner du truc, c'était l'idée de savoir si on arrive à détecter et prédire des tendances. Et ça fonctionnait sur la base du listening. Donc on parlait d'intelligence artificielle parce qu'on
parce que l'intelligence artificielle, rien que le mot, ouvre les portefeuilles, c'est tout. En vrai, c'était du machine learning et on apprenait à la machine à aller faire leur queries automatiquement. Donc en fait, si tu veux, on allait essayer de regarder un peu ce qui se passait sur différentes catégories, etc. Et ça, c'était du listening qui, pour moi, était de l'innovation. Enfin, pour moi, c'était du social listening de demain parce qu'aujourd'hui, un humain, aussi intelligent et intelligente qu'il soit, il ne peut pas traiter un nombre de données que l'AI peut, et qu'effectivement, on passe à côté de certaines choses. Et puis surtout, on le sait tous, quand on est en train de monter sa requête, sa query, on a besoin d'aller lire des posts pour pouvoir trouver des mots qu'on va pouvoir aller rajouter dans sa query, ce qui va la rendre du coup de plus en plus pertinente. Quand on ne connaît pas un mot et qu'on l'a peut-être vu qu'une seule fois, on passe peut-être à côté. Et je sais qu'il y a des mots, moi je suis passé à côté de certains mots, notamment dans l'entreprise cosmétique, parce que je venais de food and beverage, je ne connais pas très bien tout ça, et que je voyais le mot baking par exemple, et pour moi c'était vraiment lié. Et le problème de l'alimentation, c'est avec la beauté toujours un peu avocado, miel, etc. Tu vois. Et baking, pour moi, je me disais, ça n'a rien à voir. Et en fait, le baking était une vraie tendance très particulière qui était lancée en Australie, qui a envahi le monde. Alors, sur des gens qui sont très make-up addicts, etc., mais make-up junkie, mais qui quand même était une grosse tendance qu'on a failli rater parce qu'en fait, moi, j'avais pas les connaissances nécessaires à cette époque-là sur les terminologies cosmétiques. En revanche, effectivement, une AI, oui. Et c'est ça où, pour moi, je dis pas que l'AI va sauver le monde, mais effectivement, sur le listening, c'est ce qui va... Je sais pas comment ils vont améliorer leurs choses, parce qu'ils sont déjà bien avancés, mais j'imagine qu'ils vont faire des trucs encore de plus en plus fous et un travail de plus en plus mâché. Après, la grande question, c'est est-ce que on va réussir à avoir cette dose quand même de sentiment qui est important et qu'une machine aujourd'hui n'est pas forcément capable de nous apporter. Parce que tu as encore besoin quand même d'aller défendre ton bout de gras quand même, quand tu as trouvé un insight, plutôt que juste 4 bullet points. En tout cas, moi je pense on n'en est pas encore... On n'en est pas là. Et puis ce qui est drôle, c'est que GenAI, AI, social listening, même, quelque part, il y a beaucoup d'envie. Alors, sur l'AI et GenAI, il y a beaucoup de fantasmes aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment cette envie d'aller là-dedans. Et puis derrière, il n'y a pas de trust. C'est-à-dire qu'il y a la machine qui te dit voilà ce que c'est. Et le mec ou la meuf dit non, ça, j'y crois pas. Genre, pourtant, c'est une. Donc, oui, effectivement, tu es obligé effectivement d'aller défendre ton bout de gras. Et puis, c'est pas parce que la machine, elle va te donner 5 bullet points que tu vas le prendre pour argent comptant et que tu vas pouvoir aller directement dire ça, j'ai fait mon taf, je le mets dans ma presse et je m'en vais. Il faut essayer de plus comprendre, il faut essayer d'aller trouver des exemples et des arguments, trouver des vidéos, essayer. Illustrer, ça, ouais, illustrer. Ouais. Et ça, pour moi, de toute façon, l'humain, il sera toujours là. C'est un truc qui est passionnant, ce projet d'utiliser donc massivement du social listening pour détecter et prédire. Sans l'humain, il ne pouvait pas fonctionner. Et d'ailleurs, c'est l'humain qui a fait qu'il n'a plus fonctionné. Parce qu'à partir du moment où des gens ont arrêté de faire la modération de cet outil-là, la machine s'est déréglée. Et pour moi, ça, c'est pour ça que, oui, c'est une aide pour nous, hyper précieuse, d'avoir une machine qui peut gérer autant de données. Mais derrière, en fait, il y aura toujours... toujours, je dis ça, peut-être dans 2 heures, non. Mais ça va vite, c'est tout. Et Dans notre audience, il y a beaucoup d'étudiants qui nous contactent. Est-ce que c'est difficile pour toi aujourd'hui de recruter en social listening parce qu'il n'y a pas forcément de formation Alors, c'est drôle parce qu'en fait, moi, tous les stagiaires que j'ai, c'est que des gens qui n'ont jamais fait le social listening. Parce que je pense que le social listening, c'est... t'as pas besoin d'avoir fait d'études pour ça, en fait, particulièrement. C'est juste un état d'esprit où c'est juste... pour moi, c'est être curieux et curieuse, c'est aller chercher des trucs, c'est chercher des indices, avoir envie d'aller faire l'extra mile en fait qui va permettre d'aller connecter un peu tous ces dots. Et j'ai eu des dizaines de stagiaires depuis 7 ans et toutes ces personnes, ils ont appris. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en général, c'est que je leur dis allez, t'as 1 mois pour bien prendre l'outil en main, comprendre les tenants aboutissants, tu me poses autant de questions que tu veux, tu fais autant de formations que tu veux, etc. Mais au bout d'un mois, là, tu peux commencer à faire des petits rapports et tout ça. Et au bout d'un mois, on se lance et on y va. Et effectivement, ces gens-là, au bout d'un mois, étaient complètement experts et expertes et ils se lançaient dans des rapports. Alors forcément, c'est de mieux en mieux à la fin du stage, heureusement, parce que sinon... Mais c'est là, je vois encore la stagiaire que j'ai là, c'est quelqu'un qui vient d'une toute petite ville au Brésil. Oui, ça existe les petites villes au Brésil, mais genre au fin fond de la forêt, c'est la première fois qu'elle débarque à Paris et c'est ouf là, ce qu'elle apporte en fait, la qualité qu'elle apporte et puis la vision qu'elle apporte et au final, cette personne-là, elle n'avait jamais touché un logiciel de social listening avant. Elle avait forcément des acquaintances avec le digital, l'influence, l'advocacy, etc. Mais au final, il y avait un côté
pour moi, ça revient au même qu'un poste de stratégie dans une agence de pub, en fait. Un poste de stratégie dans une agence de pub, tu peux avoir fait, je sais pas moi, de l'économie ou de la théologie. En fait, on s'en fiche si tu as un esprit stratégique et que tu arrives à connecter les points et te dire ça peut être intéressant. T'as pas besoin d'avoir fait je sais pas quoi en stratégie. C'est un tel esprit. Le social listening, c'est la même chose. C'est vraiment aller chercher des informations, récolter des indices et créer quelque chose qui va te permettre de comprendre ce qui se passe. Créer une histoire qui, en tout cas, tient à peu près debout. Ouais, et puis une histoire qui est vraie, parce que après, non, mais le problème avec le listening aussi, c'est que là où parfois on a du mal à vouloir le passer au business, c'est que on a peur que le business il s'en serve uniquement dans leur intérêt. C'est-à-dire que moi j'ai des souvenirs de gens de réunions sur une marque X où la directrice marketing ne croyait pas ce que je lui montrais et disait non, c'est pas possible, je suis allé sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des milliers de commentaires et je lui disais oui, mais aucun ne parle du produit, tout le monde parle de l'égérie mais pas du produit, c'est pas possible. Et quand elle a fait sa présentation, elle a parlé des milliers de commentaires sur son produit. C'est frustrant, ça. C'est hyper frustrant parce que toi tu te dis en fait moi pendant une semaine on a bossé, l'agence aussi, on a vraiment et je suis pas là, je suis désolé de t'apporter cette nouvelle-là, mais en fait, oui, non, il n'y a pas de retour. Mais elle ne pouvait pas aller voir son boss, enfin, elle imaginait qu'elle ne pouvait pas voir son boss en se disant, je vais lui dire qu'il n'y a pas de commentaires. Et en même temps, c'est la vie, parce qu'il n'y a pas des commentaires il n'y a pas de listening sur tout. C'est ce que j'expliquais aussi encore récemment. Je veux dire, lancer, par exemple, une application comme Beauty Genius, pour nous, c'est absolument génial. C'est Laurel Paris qui la lance. Mais par exemple, quand on me dit, qui a parlé de Beauty Genius à Vivatech, des médias, des blogs, c'est sûr. Mais une personne lambda qui visite Vivatech, déjà, il faut qu'elle ait envie de visiter Vivatech. Et en plus de ça, faire un tweet sur une application d'une marque, enfin, c'est tout, et c'est normal. Bon, merci beaucoup. Non, merci. Merci pour tout. J'espère que ça vous a plu, mais nous, on a vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré. Ouais, cool. Au niveau, ça se voit que... Haute voltige. Ouais, de haute voltige. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, ça se voit que tu es expert dans le sujet et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, merci pour, merci à vous. merci pour ton temps. Merci pour à tout. vous. À très À vite. bientôt. À bientôt.